Chaque fête, c'était la même chose. J'arrivais, je cuisinais, je mettais la table, je nettoyais, je souriais, j'hochais la tête et je m'asseyais là où on me le disait. Comme une domestique. Ils n'avaient pas à me payer. Ils ne l'ont jamais dit à voix haute. Mais c'était clair dans leur façon de se comporter avec moi. Je n'étais pas de la famille. J'étais le personnel. C'était comme ça depuis que j'avais déménagé. Dès que j'ai eu un emploi stable, maman a commencé à insinuer la chance que j'avais par rapport à Léa. Léa qui était restée dans la région. Léa qui s'était mariée jeune et avait divorcé encore plus jeune. Léa qui avait eu Léo à 21 ans et agissait comme si cela excusait tout. Et maman a complètement marché. Elle disait des choses comme « Elle fait de son mieux, Amélie. Sois un peu plus compréhensive. Tu ne sais pas ce que c'est d'être une mère célibataire. » Ce qu'elle voulait vraiment dire, c'était « Tu n'as ni mari ni enfant, alors rends-toi utile. » Ce Noël, je suis arrivé à 14h. Le dîner était prévu pour 17h. Léa est arrivée nonchalamment à 15h30 avec pour seule contribution une tarte du commerce et Léo qui se plaignait de s'ennuyer. J'avais déjà les mains en plein dans la purée et le gras. Maman a jeté un regard à Léa et a dit « Voilà ma fille. » À moi, elle a dit « N'oublie pas d'arroser le jambon à nouveau. Il sèche quand on oublie. » Je n'avais pas oublié. Je n'oublie jamais, mais j'ai hoché la tête quand même. Au moment où le dîner était prêt, j'étais fatigué. Pas physiquement, ce n'était pas ce genre de fatigue. C'était le genre de fatigue qui s'installe quand on réalise qu'on s'est laissé utiliser pendant trop longtemps. Et les personnes qui le font ne le voient même pas. Ou peut-être qu'elles le voient. C'est peut-être ça le pire. Nous nous sommes tous assis. Je n'étais même pas correctement assise que Léo a poussé son assiette en travers de la table vers moi. Il ne m'a pas regardé. N'a rien dit au début. Il l'a juste poussé comme si j'étais la bonne. Puis il l'a dit. Maman dit que tu dois servir, pas manger. Le silence qui a suivi a duré une demi-seconde, mais il a résonné comme un coup de poing. Puis tout le monde a éclaté de rire comme si c'était la meilleure blague qu'ils avaient jamais entendue. Léa s'est penchée en arrière et a applaudi. Maman a failli s'étouffer avec son vin. Mon oncle Rémi a ri la bouche pleine. J'ai regardé autour de la table. Personne n'était mal à l'aise. Personne ne faisait même semblant. Il trouvait ça drôle. Je me suis levé, je suis allé dans la cuisine, j'ai attrapé mon manteau sur la chaise et je suis sorti par la porte d'entrée. Personne ne m'a suivi. Personne n'a appelé. Personne n'a même interrompu ses rires. Il faisait un froid glacial dehors, mais je ne le sentais pas. Je suis monté dans ma voiture et je suis resté assise là, le chauffage éteint, à réfléchir, pas en colère, juste fatigué de faire semblant de ne pas l'être. J'ai pensé à l'argent. 700 € par mois, chaque mois, directement sur le compte de maman pour l'école privée de Léo. L'excuse a toujours été et c'est juste jusqu'à ce que Léa se remette sur pied, ça a commencé il y a 2 ans. Je n'ai jamais vu Léa chercher un deuxième emploi. Je ne l'ai jamais vu se passer de sa manucure ou de son rendez-vous hebdomadaire chez le coiffeur. Ce soir-là, après être rentré chez moi, j'ai finalement rallumé mon téléphone vers 23h. Maman avait textoté, reste à l'écart si tu comptes être comme ça. Pas de questions, pas d'inquiétude, juste un avertissement, comme si j'étais un problème à éliminer. J'ai répondu, d'accord. Le virement restera à l'écart aussi à partir du 1er. Rien. Puis les appels ont commencé, l'un après l'autre. Maman, Léa, même le téléphone fixe. À minuit, les textos arrivaient toutes les quelques minutes. Putain, c'est quoi ton problème? Tu vas sérieusement couper les vivres à un enfant, tu es sans cœur, ce n'est qu'un gamin, tu nous as mis dans l'embarras. Je n'ai pas répondu. J'ai de nouveau éteint le téléphone et je l'ai laissé charger dans la cuisine pendant que j'allais me coucher. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ruminé. Je suis juste resté allongé à regarder le plafond. Il avait fallu une seule phrase d'un enfant pour me faire enfin voir ce que j'ignorais depuis des années. Il n'avait pas inventé cette phrase tout seul. C'était la voix de Léa. C'était l'approbation de maman derrière. Je leur avais appris comment me traiter en ne disant jamais non. Mais cette fois, je l'avais fait. Et pour la première fois, je le pensais. Le lendemain matin a commencé comme n'importe quel autre, sauf que mon téléphone avait l'air d'avoir à peine survécu à une guerre. 13 appels manqués, 7 messages vocaux,
plus de 25 textos, et ça, c'était juste de la part de Léa. Maman en avait envoyé 8 autres. L'oncle Rémi y était allé de son commentaire une fois aussi, me demandant de passer l'éponge. Comme si être traité comme un paillasson au dîner de Noël était un malentendu mineur. Je n'ai même pas pris la peine de tout lire. J'ai survolé. Léa m'a traité de sans cœur de 3 manières différentes. Maman m'a accusé de laisser l'argent me rendre froide. Il y avait quelque chose à propos de Léo qui pleurait. Ouais, bien sûr. Et à quel point ils étaient tous déçus. Ils n'arrêtaient pas de parler de famille comme si c'était une laisse dont je venais de me défaire. Je suis allé travailler comme d'habitude. Je n'ai raconté à personne ce qui s'était passé. J'ai juste répondu aux emails, participé à quelques réunions, fait profil bas. Mais à l'intérieur, j'étais en ébullition, comme si quelque chose avait changé. Pour une fois, je ne ressentais aucune culpabilité. Je me sentais libre. Toujours en colère, toujours un peu abasourdi, mais pas coupable. Cette partie m'a surprise. Vers midi, j'ai reçu un texto de la banque. Il y avait eu une tentative de connexion au compte d'épargne commun que j'avais ouvert pour les frais de scolarité de Léo. Je l'avais fermé la veille au soir. Je ne l'avais pas annoncé. Je pensais que mon texto était assez clair, mais je suppose qu'il pensait que je bluffais. La notification de blocage a confirmé ce que je savais déjà. Léa paniquait. Puis, juste après le déjeuner, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. C'était l'administratrice de l'école de Léo me demandant poliment de confirmer si le prochain paiement des frais de scolarité était toujours prévu. J'ai rappelé et leur ai dit non. C'est tout ce que j'ai dit. 2 heures plus tard, j'ai reçu un message de l'ex-mari de Léa, Julien. Nous ne nous étions pas parlé depuis un moment. Je l'avais seulement aidé une fois quand il avait eu besoin de documents pour prouver qu'il payait la pension alimentaire. C'était pendant une des phases les plus chaotiques de Léa. J'ai donc été surprise d'avoir de ses nouvelles. Il n'a pas perdu de temps. Léa raconte déjà partout que tu sabotes Léo parce que tu es jalouse. Elle dit que tu ne supportes pas de ne pas être le centre de l'attention. Elle est en train de perdre les pédales. Je l'ai remerciée et j'ai raccroché. Je n'étais pas surprise. Ça a toujours été l'astuce préférée de Léa. Déformer l'histoire jusqu'à ce qu'elle soit la victime. Ça marche avec maman. Ça marchait avec moi. Ce soir-là, on a sonné à la porte. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu maman dans son manteau, tenant un sac en plastique, probablement des restes. Sa version d'une branche d'olivier. Je n'ai pas ouvert la porte. Elle a frappé 4 fois, a essayé de regarder par la fenêtre latérale, a appelé 2 fois, a laissé un message vocal. Je l'ai supprimé sans l'écouter. 10 minutes plus tard, elle est partie, lentement, comme si elle s'attendait à ce que je l'arrête à la dernière seconde. Je ne l'ai pas fait. Le vendredi, le ton avait changé. J'ai reçu un long email soigneusement rédigé de maman. Fini les accusations. Maintenant, ce n'était que regret, confusion, inquiétude. Elle a qualifié ma réaction de soudaine et disproportionnée. A dit que Léo ne savait pas ce qu'il disait et que Léa était juste l'épuisée, pas ingrate. Elle m'a demandé de faire preuve d'un peu de grâce, de me rappeler que la famille passe avant la fierté. Puis est venu le coup de grâce. Ton père serait si déçu de toi. Je suis resté à fixer cette phrase un moment. Pas parce que ça faisait mal, mais parce qu'elle ne savait pas. Il ne savait pas, papa était en Europe depuis des mois pour un contrat de travail. Aux dernières nouvelles, il était en Suisse. Il était parti début septembre et ne devait pas rentrer avant fin décembre, mais il y avait eu des retards. Il n'avait aucune idée de tout ça. Je ne lui avais pas parlé de l'argent que j'envoyais ni du fait que je finançais essentiellement l'école privée de son petit-fils pendant que Léa me traitait comme sa domestique personnelle. Mais cette seule phrase a suffi. Je lui ai transféré l'email. Pas de message, pas d'objet, juste le fil de discussion complet, exactement comme maman l'avait écrit. Il a répondu 3 heures plus tard. Je rentre lundi. Ne parle à personne avant que je n'arrive. Papa. Je ne l'ai pas fait. Papa est arrivé lundi soir à l'improviste. J'étais en survêtement, les cheveux en désordre, en train de réchauffer des restes dont je ne voulais même pas. La sonnette a retenti et quand j'ai regardé par le Judas, il était là. Petite valise à la main, le même manteau sombre avec lequel il voyageait toujours.
Il avait l'air plus vieux que dans mon souvenir. Peut-être à cause des mois à l'étranger. Peut-être à cause des années à maintenir la paix entre deux filles adultes et une femme qui n'a jamais caché son favoritisme. J'ai ouvert la porte. Nous sommes restés là une seconde. Pas de salutation dramatique. Pas de discours répété. Il m'a serré dans ses bras, un peu plus longtemps que d'habitude. Puis il est entré, a posé son sac et a dit, je me suis dit que c'était le meilleur endroit où atterrir en premier. Nous nous sommes assis dans la cuisine. J'ai fait du thé. Même si j'étais encore sous le choc, il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il n'en avait pas besoin. Il a dit calmement. Je suis rentré et ta mère est venue me chercher. Elle a parlé pendant tout le trajet. J'ai hoché la tête. Puis j'ai lu l'email. Il a fait une pause, et cela disait tout. Je n'ai rien dit non plus. Pour une fois, je n'avais pas l'impression de devoir me défendre. La maison était si silencieuse. Je pouvais entendre le chauffage se mettre en marche. Puis il a demandé, pourquoi ne m'as-tu jamais dit à quel point c'était grave? J'ai haussé les épaules. Il n'y avait pas qu'une seule raison. C'était des années à ravaler les choses. Je ne lui ai pas dit parce que je pensais pouvoir gérer ça. Et peut-être qu'une partie de moi espérait encore qu'il changerait. Quand vous êtes toujours la personne forte, les gens oublient que vous pourriez avoir besoin d'aide. Il s'est penché en arrière, pensif. Puis il a fouillé dans son sac et a fait glisser un mince dossier noir sur la table. À l'intérieur se trouvait un compte en fiducie à mon nom. Le solde m'a fait me redresser. Pas de quoi devenir millionnaire, mais une vraie bouffée d'air. J'ai commencé à parler, mais il a levé la main. Ne dis rien. Tu as assez donné, Amélie. À nous tous. Je mets ça de côté depuis ta première promotion. Je me suis dit que si un jour tu en avais assez, ce serait le moment. Je l'ai juste regardé. Il n'avait pas fini. J'ai déjà parlé à l'école ce matin. Léo n'y retournera pas au prochain trimestre. Ils recevront un avis officiel cette semaine, mais la décision est prise. Léa ne le sait pas encore. Elle le découvrira ce soir. Mon estomac s'est noué. Je pouvais déjà imaginer l'explosion. Papa a continué, calme comme toujours. J'ai aussi appelé la banque et j'ai fermé le compte commun que ta mère utilisait sous ton nom. C'était ton argent. Elle n'aurait jamais dû y toucher. Je vais gérer les retombées. Laisse-les me crier dessus pour une fois. J'ai essayé de dire que cela pourrait empirer les choses, mais il m'a coupé. Tu n'es pas la méchante, Amélie. Tu les as juste laissés réécrire l'histoire trop longtemps. Puis il a dit ce que je ne réalisais pas que j'avais besoin d'entendre. Tu aurais dû quitter ce dîner il y a bien longtemps. Je déteste qu'il ait fallu le commentaire de Léo pour te pousser, mais je suis fier que tu l'aies fait. Personne ne mérite d'être traité comme un meuble dans sa propre famille. Il a fini son thé, s'est levé et m'a de nouveau serré dans ses bras. Je vais avoir cette conversation maintenant. Pas pour toi, parce qu'il est temps. Reste à la maison ce soir. Ne réponds à rien. Je te dirai quand ce sera fait. Puis il est parti. Je suis resté à la fenêtre et j'ai regardé ses feux arrière disparaître dans la rue. Mon téléphone est resté silencieux toute la journée. Tout le monde attendait de voir ce que papa dirait avant de décider à quel point il devait être en colère. Je savais que le silence ne durerait pas. Le mardi matin, la tempête a éclaté. Les messages de Léa ont commencé avant que mon réveil ne sonne. Je n'arrive pas à croire ce que tu as fait. Tu es malade, tu as toujours été jalouse de moi. Admets-le. Puis maman s'en est mêlée. Comment oses-tu monter ton père contre sa propre famille? J'espère que tu es fier. Tu as tout gâché. Ce qu'elle voulait dire, c'était que j'avais gâché sa version de tout, où je payais, restait silencieuse et vivait dans l'ombre pendant qu'elle jouait à la matriarche et que Léa se comportait comme une sainte en difficulté. 10 minutes plus tard, un troisième message de l'école de Léo est arrivé. Nous avons reçu un avis de retrait officiel de Monsieur Robert Dubois et une demande de transfert de dossier. Veuillez confirmer si cela correspond à vos intentions. C'est là que j'ai compris. Papa n'avait pas seulement dit qu'il s'en occuperait. Il l'avait vraiment fait. Pas de retard, pas de demi-mesure. Puis est arrivé l'email inattendu de l'enseignante de Léo. Elle a dit qu'elle n'était pas censée me contacter, mais qu'elle pensait que je devais savoir. Léo avait répété des choses sur moi en classe.
Elle nous doit de l'argent, elle n'est pas vraiment de la famille, elle a de la chance qu'on lui parle. Il avait 9 ans. Il répète ce qu'il entend à la maison, a-t-elle écrit. Je suis désolé pour ce qui vous est arrivé. C'est celui-là qui m'a brisé. Pas la culpabilité de maman ou la rage de Léa, mais une inconnue confirmant ce que je vivais depuis des années. Je n'avais pas surréagi. J'avais enfin réagi. Vers midi, papa a textoté. Ça va? Papa a appelé. L'école est prévenue, a-t-il dit. Ta mère a joué l'innocente, mais Léa menace d'une action en justice, prétend que tu as promis de payer pour la scolarité de Léo. Il a envoyé une capture d'écran de la publication Facebook de Léa m'accusant de trahir la famille et partageant même mon email professionnel. Le temps que je le vois, des inconnus m'envoyaient des messages de haine. Puis un avocat a appelé. Léa demande une médiation pour un accord verbal. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas d'accord. Papa a soupiré. Laisse-moi gérer. Dîner de famille demain. Ça se termine maintenant. Au dîner, Léa a croisé les bras. Maman est restée silencieuse. Et papa s'est tenu au bout de la table. Dis ce que tu as à dire, Amélie. Je leur ai dit que j'avais payé l'école de Léo pendant 2 ans par gentillesse, pas par obligation. J'en avais assez d'être traitée comme une domestique. Léa a crié que je voulais de l'attention. Papa l'a interrompu. Tu as divulgué les informations personnelles de ta sœur et l'as traînée en ligne. Ça s'arrête maintenant. Il s'est tourné vers maman. Tu as laissé faire. C'est fini. Il a dit à Léa qu'une mise en demeure avait déjà été envoyée. Elle est sortie en trombe. Papa m'a regardé. Tu n'aurais jamais dû avoir à te battre aussi fort juste pour être respecté. Il m'a tendu un chèque. Pas un paiement, juste un début. 2 semaines plus tard, Léa a supprimé la publication. Léo est passé à l'école publique et maman a textoté. Nous avons tous dit des choses que nous regrettons. Je n'ai pas répondu. Papa et moi, nous parlons maintenant. De petites choses, des choses normales. Peut-être que la famille ne reviendra jamais à ce qu'elle était.